Mardi 21 octobre, à la rédaction de Télétoc, on se demande comment traiter le congrès du Parti socialiste. Il est finalement décidé de suivre un dirigeant du PS pour découvrir à travers ses yeux la préparation et le déroulement du congrès. Il nous faut un homme ou une femme suffisamment haut placé dans la hiérarchie du parti et en même temps suffisamment libre pour nous laisser le suivre pendant toute cette période. Notre choix se porte sur Jean-Luc Mélenchon, sénateur de l'Essonne, membre de la direction du PS et signataire de la motion C. Je m'appelle Mélenchon, mon nom ne sert pas à faire des plaisanteries. Lundi 27 octobre, nous avons rendez-vous au Sénat pour rencontrer M. Mélenchon et lui demander s'il accepte que nous le suivions pendant toute la période du congrès du Parti socialiste. Oui, ça je veux bien le faire, mais je tiens à prévenir, moi je suis pas... je suis un guide engagé, hein, donc moi je regarde le congrès avec mon propre regard, je ne suis pas un commentateur extérieur à tout ça, quoi. Hein. Donc il y a les gens que j'aime pas, les idées que j'aime pas, les gens que j'aime, les idées que j'aime, et il n'y a pas de... Je suis pas impartial, comme on dit, à supposer que quelqu'un arrive à y être, mais enfin, c'est assez à la mode de se donner comme impartial, au-dessus de la mêlée. Moi je suis pas au-dessus de la mêlée, je suis dedans. Bon, ça y est, M. Mélenchon a accepté de nous servir de guide pour le congrès du Parti socialiste. Alors commençons à planter le décor. Jean-Luc Mélenchon naît en 51 à Tanger au Maroc. À 11 ans, la famille arrive en France et très vite s'installe dans le Jura. Puis c'est mai 68 et les premiers pas du jeune Mélenchon en politique au sein des comités d'action lycéens. 2 ans plus tard, il part à Besançon faire des études de lettres et de philosophie, rentre à l'UNEF et rejoint les trotskistes de l'ECI. Bon, j'ai été militant étudiant, et puis en 74, je suis encore leader étudiant. Mais 74, c'est une élection présidentielle, celle de Mitterrand. Et donc moi, j'ai fait la campagne de 74 avec essentiellement les communistes de Besançon. Et bon, assez rapidement, bon, la divergence s'est creusée avec le mouvement trotskiste. Et puis déjà, bon, moi, mon ancrage, c'est la République, quoi. Alors donc, c'est pas tout à fait compatible avec les soviets. C'est pas la même chose, quoi. 1977, retour dans le Jura. Mélenchon rejoint le Parti socialiste de François Mitterrand. C'est les années du programme commun et de l'union de la gauche, celle précisément dont le Parti communiste ne veut plus. Quand il y a eu la rupture de l'union de la gauche, moi, avec mes amis localement, on dit bon, allez, on va faire un meeting. Donc on va à la plus grande salle de la ville. Alors bon, les anciens, ils disaient bon, on pourrait peut-être prendre une salle plus petite, faut pas exagérer. Bon, ah non, on va s'expliquer devant les masses. Bon, et nous la partie à nous expliquer devant les masses. Et les gens sont venus par centaines. Non, moi j'ai vu à 2 ou 3 reprises dans ma vie le peuple français investir la politique en masse, dans les détails. En 68, pendant toute cette période du programme commun et de 1981, pendant le traité constitutionnel. Voilà, donc c'est possible. Puis arrive le 10 mai 81, la victoire de François Mitterrand. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Peu après, Jean-Luc Mélenchon, qui continue sa carrière au sein du parti, devient premier secrétaire de la Fédération de l'Essonne. En 88, il crée avec Julien Drey la nouvelle école socialiste, le courant de la gauche du parti. 2 ans plus tard, avec l'arrivée de Marie-Noëlle Lienemann, il décide d'un nouveau nom pour leur courant, la gauche socialiste. En réalité, on a décidé ça dans une salle de cinéma, parce qu'il n'y a plus d'autre endroit où se réunir. Et on était les 7 dirigeants sur la scène, parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit où mettre une table. Et le gars qui avait les clés, on avait par-dessus la tête. Ça durait depuis je ne sais pas combien de temps. Il était très tard. Et on n'arrivait pas à décider de Drey. Moi, je m'en fichais du nom qu'on choisirait. Bon, ça dépendait de lui. Il était bougon, comme souvent. Il ronchonnait. Et alors, on disait des noms. La nouvelle gauche. Non, pas la nouvelle gauche, c'est con. La gauche, je sais pas. Non, ça lui plaisait pas non plus. Alors. Et puis, je sais pas quoi, à un moment donné, quelqu'un dit la gauche socialiste. Et à ce moment-là, le gars qui est dans la salle dit ah oui, ça c'est très bien, il devait en avoir marre. Parce qu'il devait être au moins 1h du matin. Alors Drey dit bon, si ça lui plaît, alors on va faire comme ça. Avec la gauche socialiste, Mélenchon et ses camarades cherchent à recréer le lien entre les partis politiques et le mouvement social. Ils sondent toutes les manifestations, de toutes les grèves, de toutes les révoltes. Mais ça ne suffit pas et ça ne paye pas au sein du parti. Alors changement de stratégie. Au début des années 90, la gauche socialiste prend sa part dans les jeux d'appareil. Elle complote, fait et défait les majorités rue de Solferino jusqu'à la période Jospin. En 97, ils rejoignent l'ancien dauphin de François Mitterrand et tentent de faire passer leurs idées. La ligne, c'est on pressionne de l'intérieur parce qu'à l'époque, ça paye. On a un interlocuteur qui est Lionel Jospin, qui est un homme très,
très carré, quoi. Hein. Donc il y a des moments de tension comme on n'a pas idée, hein, parce qu'il est physique, Lionel, en plus. Hein. Donc des fois, vous vous demandez s'il ne va pas vous mettre une claque. Hein. Mais c'est un homme très droit, très rigoureux. C'est-à-dire, quand la discussion est finie, on est tombé d'accord, il y a un cadre. Donc à l'époque, ça paye de pressionner. Moi, je crois à ça. Après, on gagne 98, je deviens ministre, puis Marie-Noël quelques temps après. C'est une expérience très forte, on a essayé d'intégrer dans l'action ministérielle la dynamique de gauche. Bon, on va un peu s'oublier, on va parler de ça. Ce qui compte, c'est à la sortie de tout ça, c'est le désastre. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Donc cet événement gigantesque, qui est une espèce de fracture dans le cœur de l'identité républicaine de la France, se produit. Et ça veut dire que le Parti socialiste, quelque chose s'est produit dans les profondeurs de notre peuple, et le parti a été, au lieu d'être en phase avec, a été en travers. Et donc il s'est pris, blam, le mouvement en plein dedans. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Et la réponse à ça, ça a été unité du parti, c'est-à-dire dorénavant, c'est comme auparavant. Et tous les chefs perdus, qui sont responsables du désastre, parce que c'est pas Jospin, Jospin c'est la victime expiatoire, tous ces chefs se mettent d'accord entre eux pour dire surtout on ne touche à rien. 2002, c'est l'explosion de la gauche socialiste. Mélenchon s'allie à Emmanuelli pour proposer au parti une alternative à gauche. Au congrès de Dijon, la victoire leur échappe. François Hollande reste le premier secrétaire du parti. On pouvait gagner, la gauche du parti pouvait gagner, et on aurait gagné 10 ans de néant balbutiant. Hein. Alors maintenant, quand je les vois s'engueuler en disant le parti n'a pas travaillé, mais enfin la faute à qui dirigeait ce parti, c'est quand même bien eux. Et puis ils sont tellement paresseux, tellement ignorants, qu'ils ne se rappellent même pas ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Ils ne se rappellent pas qu'ils ont fait tous les ans au moins 3 conventions, qu'on a écrit 2 programmes pour des législatives, 3 programmes pour des législatives, 2 projets pour 10 ans, en 6 ans. Le parti a travaillé, mais eux n'ont rien foutu, c'est ça la vérité. Ils ne s'intéressent à rien, ils lisent des notes de leurs assistants, ils ne lisent pas de livres, hein, ou alors le socialisme expliqué aux nuls, ou quelque chose comme ça. Puis arrive le référendum sur la Constitution européenne. Malgré les consignes du parti, Jean-Luc Mélenchon fait campagne pour le non. Avec lui, les socialistes font de nouveaux fronts communs avec les communistes et les militants trotskistes. Le 29 mai, contre toute attente, c'est la victoire du non. C'est la magie de l'action populaire de masse. Le peuple, quand il veut, il emporte tout. Alors bon, donc le peuple vote non. On est glorieux, non? Nous, on a fait le non. Donc à un congrès, je me dis, on peut dire on va gagner. Parce que quand même, les camarades qui ont adhéré à ce parti, d'accord, ils ne sont pas contents parce qu'on a été indisciplinés, mais ils réfléchissent. Penses-tu, commence par fiche dehors. Tous ceux qui ont voté non, ils les sortent de la direction. Et au congrès suivant, ils le font sur la discipline. La discipline. Donc là, vraiment, pour moi, c'est encore un pas, quoi. Je comprends que, bon, on n'est pas loin de l'encéphalogramme plat. Voilà, on en sait un peu plus sur M. Mélenchon. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, le congrès du Parti socialiste. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Moi, ils ne m'amuseront pas avec ça. Donc ils peuvent faire leur combine, passe-moi le sel, je te passe le poivre, et puis Tata va arriver première, Tonton va arriver second, le cousin Jules va arriver troisième, puis à la fin, on va faire le repas de communion et tout le monde va être d'accord. Hein. Moi, je ne marche pas. Maintenant que M. Mélenchon nous a raconté son parcours politique, rentrons dans le vif du sujet, le congrès du Parti socialiste. Bon, donc, dans la phase dans laquelle on est, il y a plusieurs textes déposés, il y en a 6, et puis les militants vont voter. Alors on dit, c'est pas juste, hein, on dit il y a 4 motions importantes, d'autres disent que 3, et puis 2 petites. Mais en gros, qu'est-ce qui se joue? L'ancienne majorité, l'éternelle majorité de ce parti, les toujours reconduits, qui ont toujours raison parce qu'ils sont plus malins que tout le monde, se sont divisés en 3 morceaux. Et le 4e, c'est la motion de gauche, pour la première fois, c'est un fait historique, la motion de gauche, tout le monde est dedans, toute la gauche du parti est dedans, avec des légitimités tout à fait comparables. Dire Ségolène a été la candidate du parti, elle a une légitimité, en plus elle est pugnace, elle s'accroche, elle se bat, bon. Après, Martine Aubry aussi, c'est la tradition un peu vieillotte mais sympa, quoi. Bon, des années, on va dire,
des années Jospin un peu. Hein. Bon, alors je sais que ça paraît curieux de dire ça, parce que justement, le dauphin de Jospin, c'est Bertrand Delanoë, qui a la légitimité, puisqu'il est là. Hein, voilà. Voilà, ça fait 3 légitimités, puis après il y a la gauche du parti qui a la légitimité de l'histoire, et quand même, je me permets juste de le signaler, d'avoir eu raison, mais bon. Normalement, si c'était rationnel, on devrait gagner. Bien, voilà pour les 4 grandes motions qui vont s'affronter à ce congrès. Mais pour les 2 autres, que font-elles? Ah bah on ne sait pas ce qu'ils font. Utopia, ils sont présents à peu près à tous les congrès, ils font 1-2%, mais ils sont assez... c'est des purs idéologues, eux, parce qu'ils s'en fichent du résultat. C'est intéressant de voir que ça existe quand même au PS. Ça. Le pôle écologique, c'est nouveau, c'est suspect. Ça sent quand même la grosse combine à 10 km, parce que, mais enfin, il ne faut pas être injuste. On a l'impression que ce sont des gens qui sont là pour faire, bon, avec quelques points, peut-être la soudure pour une majorité. Mais enfin, ils disent aussi des choses sur l'écologie. On ne peut pas leur jeter la pierre, parce que la pensée socialiste, elle est de ce côté-là, ça ne va pas, quoi. C'est bon pour les protagonistes. Mais comment se déroule un congrès du Parti socialiste? Alors après, on vote. On a X%. En même temps qu'on vote, il y a des listes. Donc à la proportionnelle sont élus les comités fédéraux, les comités nationaux, le comité national, etc. D'accord? Donc on arrive, une fois qu'on a voté, il y a d'abord les congrès fédéraux dans les départements. Puis après, il y a le congrès national. Au congrès national, bon, il faut faire une majorité. La tradition veut que la motion qui est arrivée en tête propose aux autres une synthèse, mais à ses conditions, puisque c'est elle qui a gagné. Bon, alors maintenant, j'ai lu dans le Nouvel Obs que Fabius a dit « Ah non, non, on peut faire autrement, tous les autres peuvent se mettre d'accord contre celui qui est arrivé en tête. » Alors, il n'y a qu'à faire ça, et on est sûr de se garantir, d'abord, un viol pur et simple de la tradition du parti, mais enfin, bon, ils peuvent le faire, pourquoi pas. Hein. Moi, je ne mettrais pas ma cuillère dans ce potage. Hein. Je préfère prévenir d'avance. Et l'élection du premier secrétaire? On a inventé une diablerie pour terminer de présidentialiser ce parti et de le pipoliser, qui est l'élection du premier secrétaire au suffrage universel après le congrès. C'est-à-dire que tu peux avoir une majorité hein, dans le congrès, qui s'est arrangé dans le congrès, et puis après, un autre qui serait élu premier secrétaire du parti. D'accord. Mais pourquoi autant d'intérêt sur ce congrès? Est-ce qu'il est différent des autres? C'est un congrès qui est tout à fait hors du commun pour le Parti socialiste. C'est la première fois que le sortant ne désigne pas son successeur. François Mitterrand avait installé Lionel Jospin. Lionel Jospin avait installé François Hollande. C'est la première fois que Hollande, qui n'arrive même pas à s'installer lui-même, n'a installé personne. Donc l'affaire est complètement ouverte. Et pour un dirigeant socialiste, au-delà des enjeux, c'est quoi, au jour le jour, la préparation d'un congrès? Donc le congrès, c'est pour beaucoup de voyages et beaucoup des flots de paroles. Donc on va dans les sections, dans les fédérations, suivant les endroits, défendre le texte. Voilà. Et quand c'est à Pétaouchnok-les-Bains et que tu es venu de Paris ou de la capitale régionale, ça fait plaisir aux copains en même temps de recevoir localement quelqu'un qui vient. Ils ne veulent pas tous, hein. Il y a des fédérations, tu ne peux pas entrer. Personne de l'extérieur n'a le droit de venir. Bon, cela, j'aime mieux dire que pour ce qui est du maniement, du résultat, ils sont forts aussi. Mais enfin bon, sinon, voilà, on va, on vient. Moi j'aurais aimé aller à Marseille, parce que c'est le coin que j'aime le plus. Ils sont sympas, c'est ouvert, ça remue beaucoup. Et là, je vais aller dans le Pas-de-Calais. Alors, il paraît que la direction fédérale m'aime pas trop, mais il faudra quand même bien qu'elle se passe à ma présence. Hein. Parce que j'ai dit du mal de... Oui, c'était justifié. Bon, donc là, on va faire une réunion. Et je vais défendre, mais après, j'en fais encore d'autres. Parfait. Alors, le rendez-vous est pris. La prochaine fois que nous nous verrons, ce sera le lundi 3 novembre, pour partir ensemble à cette réunion dans le Nord-Pas-de-Calais. Le vrai sujet, c'est l'orientation politique du parti. Et cette question prend un contenu spécialement dramatique dans la période que nous vivons. Lundi 3 novembre, 14h52. Nous nous rendons gare du Nord pour retrouver Monsieur Mélenchon qui part à une réunion de présentation des motions dans le Pas-de-Calais. Si tu viens pour recueillir des louanges et des preuves d'amour, tu perds ton temps. Donc il faut faire ton travail de militant. C'était pas ça le travail avant. Avant, tu faisais ce travail dehors pour convaincre le gars qui n'a rien compris, la fille qui est paumée, lui expliquer la droite, la gauche, le capital, le travail. C'était ça qu'on faisait. Hein. Moi j'ai fait ça
pendant des années. Et maintenant, on a un peu l'impression que la seule chose qui compte, le seul endroit où on milite, c'est dans le parti. C'est absurde. On n'adhère pas au Parti socialiste pour militer dans le parti. On adhère au Parti socialiste pour militer dans la société, avec les copains, avec les camarades, En tout cas, moi, je vois ça comme ça. 16h33, gare d'Hazebrouck. Des militants viennent chercher M. Mélenchon pour l'emmener à une réunion avec des syndicalistes de la région. Arrivés à Longness, des délégués de la Cristallerie d'Arc exposent le plan de licenciement qui les frappe et demandent aux sénateurs d'appuyer une demande de rendez-vous qu'ils ont fait auprès de Christine Lagarde. Bon, alors bonnes élections prud'homales, sans en dire plus. Une heure après, nous reprenons la voiture pour partir à une réunion du Parti socialiste à Arc. Il y a 4 motions qui seront donc défendues, présentées. Il y aura donc un temps de 15 minutes pour chacune des motions. Je commence mon propos avec toute la gravité que je veux mettre à ce que j'ai à dire. Le vrai sujet, c'est l'orientation politique du parti. Si on veut soigner l'économie de ce pays, il faut partager, mettre un bouclier social qui permette de protéger de la déferlante qui va passer de la sphère économique à la sphère sociale et à la sphère politique. Même si on a eu des disputes assez rudes entre nous sur la question, c'est au peuple qu'on doit des comptes. Je vous donne ces exemples pour vous dire qu'il faut tourner un bon coup la barre. Pas seulement dire on va faire à gauche. Vous savez, hein, alors ça me fatigue. Hein. Je vois des camarades qui étaient drôlement modérés, qui étaient des vrais blairistes il y a encore quelques mois, les blaroquants guévaristes à cette heure-ci. Camarades, il n'y a qu'une motion qui vous dit sur ce sujet les choses aussi franchement. « 22h32. M. Mélenchon reprend le train à Arras, direction Paris. C'est l'heure d'un premier bilan. Le vote des militants aura lieu dans 3 jours. J'aimerais bien qu'ils prennent une décision nette. Comme ça, j'aurai devant moi un paysage clair et je pourrai faire ma mise au point. Moi, je parle franchement de plus en plus mal le côté comédie. J'entends des gens raconter le contraire de ce qu'ils disaient il y a 3 mois, ou des fois il y a une semaine. Puis après, je me dis, si moi-même je veux pas de cette comédie, alors je dois aussi mettre mes comptes en ordre. Qu'est-ce que je fais, moi, si j'ai perdu encore une fois? Je fais comme si de rien n'était, je reviens. Je suis d'accord avec vous sur rien, mais je vais encore faire semblant pendant... Le résultat de jeudi, qu'est-ce qu'il va dire? S'il dit encore une fois la gauche du parti est au placard, ça veut dire qu'on ne changera rien, on ne bougera rien, on va recommencer, on va aux élections européennes, vive le traité de Lisbonne. C'est la première fois que je fais comme ça un congrès où j'ai l'impression d'aller à une mise au pied du mur de moi, pas des autres. C'est comme tu vas d'habitude, tu dis on va discuter, et puis on va bien voir ce qu'on va voir. Mais là, je me dis, mais c'est moi qui vais voir ce que je vais devoir voir. Ça, c'est pour ça que c'est un congrès pas comme les autres pour moi. En plus, du point de vue politique en général, on n'a jamais eu un truc pareil. Une crise majeure du capitalisme. Tout le monde sait que ça va mal tourner. Et nous, on est là en train de quoi faire? Jouer du violon, quoi. Voilà. C'est le rendez-vous. « 18h32, nous retrouvons M. Mélenchon dans l'Essonne pour le vote des motions dans la section de Massy. Eh, va faire la queue. Voilà, madame. Monsieur Mélenchon. Hop, à voter. J'ai intégré la section en 1978, quand je suis arrivé à Massy. Donc c'est dire que j'ai connu je ne sais combien de secrétaires de section. Moi-même, j'ai été le secrétaire de la section après que le parti ait été détruit. Le parti lui-même est un élément de lien social. Donc c'est le parti qui fait le lien, c'est le parti qui a l'histoire profonde,
C'est le parti qui fait que les gens se socialisent, se connaissent, que les générations entrent dans le combat socialiste l'une après l'autre. On t'a vu ce soir, il y a tous les âges qui sont là. « 21h30. Nous nous rendons à son bureau du Sénat, où l'attendent des militants pour la centralisation des votes. Oui, bah dis donc, je me demande quel genre de chiffre ils ont à Solferino. On va arriver à des absurdités pareilles. D'accord. Tu veux de l'aide, Laurent? Je coche. T'as pas les voix? Deux fois de suite. Ah d'accord. Tu dis fait. Oui. Ouais. Où que tu l'as fait? Ah oui. Ouais. Elle arrive derrière. Ah, le Loiret, ouais, d'accord. 16. 1600. Et 1600. Hein? C'est confortable. 1800 votants. On a 200 sur 1800 votants. On a un 9e, 11%. Tiens, là, tu vois, tout le mal qu'ils se sont donné. Et alors? C'est grave? Bah, ça fait chier, quoi, c'est tout, voilà. D'accord, il arrive devant, tu vois, c'est la De première 4 motion. voix et... 164 à Delannoy, 145 à Royal, 95 à Aubry, tu vois, et c'est les potes qui se tapent le cul toute l'année à faire les manifs et les machins. Tu vois, et les autres, ils sont là, ils regardent, ils comptent les points. Minuit 25. Les résultats du congrès commencent à se préciser, et la motion de Ségolène Royal arrive en tête. Celle de Benoît Hamon est 4e. Alors, quel est... C'est vraiment, T'as des vraiment... pourcentages ou pas? Ah, mais on a l'état de trace, là. Bon. Non? Bah, écoute, Oui, c'est 6%. Ah, et les Bouches du Rhône. 6%, super, voilà. super, voilà. On fait 6%. C'est ce qu'ils ont annoncé depuis... Et en plus, donc il n'est pas au centre de gravité. Mais qui est Aubry, elle fait quoi là-dedans? Bah, elle va être un peu derrière, mais elle va être 5 points devant Hamon, elle va être à 25%. Et nous, on va être à combien? 18. Oui. Donc tu as 7 points d'écart. Non, on est donc exactement dans les purs... On l'avait estimé. Il n'y a pas de dit, je fais tentative. Mani avec Aubry. Il n'y a pas de tentative de tout sur Ségolène. Bah voilà, mais tout sur Ségolène... Mais c'est ça, ça va être leur ligne, tout sauf Ségolène. Là, qui vont être tentés, là. Oui, mais tout sauf Ségolène, ça peut pas être... C'est pas une ligne politique, tout sauf Ségolène, elle a gagné, Tout elle n'a sauf pas gagné Ségolène, ça par veut dire hasard. qu'on soutient Martine Aubry. Devant ce mur-là, non? Ça peut être dans le champ, là. Ouais. Ce mur-là, c'est plus neutre. Hein? Venez, venez là. Je vais juste le poser. Bah, c'est un résultat qui est décevant de toutes les manières possibles. D'abord parce que pour la gauche du parti, je trouve que c'est pas cher payé compte tenu des efforts qu'on a fournis, de notre rassemblement, de l'énergie qu'on y a mis, du renouvellement, de la qualité de notre porte-parole Benoît Hamon. Un parti, c'est un outil pour le combat. Là, c'est pas le cas. Il y a une logique à ce résultat. Il ne tombe pas de dire Ségolène Royal et pas n'importe qui. Ça a été la candidate du Parti socialiste. Son orientation n'est pas un mystère. Elle ne s'en est jamais cachée, elle au moins. Hein. Il faut être fair-play, mais après, il y a la leçon politique à tirer. La leçon politique, c'est que, primo, l'ancienne majorité est restée majoritaire. Segundo, à l'intérieur de cette majorité, ce qui est devenu majoritaire, c'est l'orientation favorable à l'alliance avec le centre. Bon, voilà. Donc, c'est de ça dont il faut partir. Et pour moi, ça suffit comme ça. C'est bon, ça suffit. C'est bon. C'est pas avec ça qu'on va répondre à la gauche, à l'énergie populaire qui est disponible dans ce pays. Mais pas avec ça, pas pour faire ça. Et donc, voilà, moi je tourne la page, hein, ça suffit. Voilà, c'est le coup de théâtre. Il est 2h du matin, les résultats viennent de tomber, et celui qui devait nous emmener au congrès du Parti socialiste nous a finalement emmenés ailleurs. Monsieur Mélenchon quitte le PS, et nous sommes malgré nous les témoins d'une histoire que nous n'avions pas prévue. Demain, il annoncera publiquement sa décision et son intention de continuer le combat politique, autrement et ailleurs. Jean-Luc Mélenchon a créé un parti, donc un nouveau parti, hein, ils sont deux, comme ça ils sont sûrs d'avoir 50% des voix.
Ah oui, vous êtes deux. Non, alors c'est quoi ce parti, Jean-Luc? La démonstration est faite devant tous les malins qui ricanaient, les professeurs, je sais tout, qui m'ont expliqué sur tous les bords que nous n'étions que deux. Très vite, M. Mélenchon dévoile ses intentions. Constituer un front de gauche regroupant les partisans du non au traité constitutionnel européen pour partir ensemble à l'élection du 7 juin. Moi, je viens du Parti socialiste, donc en dessous de 20%, on considère que c'est le début de la mort clinique. Hein. Donc, quand tu commences une campagne à 4%, là, tu te dis, il faut vider la mer avec ses mains. Et c'est ce qu'on a dit, oui, ben, on va vider la mer avec nos mains. Bon. Et puis, c'est pas tout. Il y avait cette foutue campagne, c'est-à-dire cette non-campagne. C'est-à-dire que, comme m'a dit un copain, il me dit, tu comprends, avant, il y a un sujet, on s'amène et on dit notre point de vue. Là, il faut expliquer qu'il y a une campagne, qu'il y a un sujet, quelle est la position des autres, et seulement quand tu as fini tout ça, tu dis quelle est la tienne. Donc ça a été terriblement difficile. Je ne dis pas que ça soit fini, la difficulté, mais c'est vrai qu'en février, ça fallait souquer ferme. Hein. D'autant plus difficile que le NPA refuse de rejoindre le front de gauche. Et aujourd'hui, les deux listes semblent en concurrence. C'est pas le sujet, la compétition avec le NPA. La compétition avec le NPA, c'est une trouvaille médiatique pour rendre le débat intelligible. Alors, gauche de la gauche, l'autre match, Olivier Besancenot, Jean-Luc Mélenchon. Je n'accepte pas ce cadre. Monsieur Besancenot n'est pas mon adversaire. Je ne suis pas un match dans le match. Moi, j'ai toujours été dur avec les médias, mais cette fois-ci, je leur reconnais que c'est une situation absolument ingérable par des politiques qui ne veulent pas débattre. Donc ils disent tous pareil, et qui montent d'ailleurs tous avec la même énergie. Hein. Donc ils ont eu beaucoup de mal. Donc ils ont organisé en quelque sorte un tableau pour arriver à rendre la partie intelligible. Donc il y a premier camp UMP-PS, deuxième paquet écolo-centriste, troisième paquet NPA Front de gauche. Donc ça, en quelque sorte, il y a des matchs. Hein. Voilà. Bon, pourquoi pas. Mais moi, c'est pas mon sujet, quoi. Je ne suis pas en train de faire campagne contre le NPA, c'est pas mon sujet. Alors la campagne, comment se déroule-t-elle? Et sur le terrain, qu'apprend-on des électeurs? À proximité, on découvre des problèmes généraux. La santé, l'éducation, mais il y a une chose qui est irremplaçable, c'est l'incarnation de ces problèmes. Ça cesse d'être le problème de la santé. C'est les infirmières de tel hôpital qui va fermer, de tel... Bon. Très vite aujourd'hui, compte tenu de la misère et du pouvoir d'achat qui s'appauvrit, on comprend très bien qu'il y a des difficultés à se mobiliser. Hein. C'est très simple, hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Voilà. Vous avez bien voté, hein? Non, mais parce que d'habitude on dit que les gens font la grève par plaisir, que bon, il y a la culture de la grève, etc. Voilà ce que ça coûte à ces braves gens de défendre le service public. Ça leur coûte à eux, personnellement, 150 € dans la journée. Et voilà. C'est-à-dire un thème qui était abstrait devient tout d'un coup un thème physique. Tu vois les mains des gens qui ont souffert. On atteint un niveau de réalité plus intense, plus profond que ce qu'on peut... Et ça donne une force après pour faire campagne, pour lutter. Extraordinaire. Extraordinaire, voilà. Mais même quand les sondages le donnent bas, le Front de gauche fait partout plein ces meetings. Toutes les réunions ont été d'entrée de jeu très nombreuses. On a tout de suite été dans des grands nombres. Bon, ma campagne de lancement, on était à Carmont, on était 700. Et après, les meetings suivants, on s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? 400 à Castel-Sarrazin, bon, c'est pas l'habitude à Castel-Sarrazin qu'il y ait 400 personnes. Après, on va à Figeac, 500. Personne n'a fait autant de monde que nous dans des salles de toute la campagne. D'ailleurs, ça a commencé fort. Au Zénith, on était 6300. Et les gens, c'est pas seulement qu'il y a de l'enthousiasme, c'est que les gens ont envie de s'enthousiasmer. Hein. Donc, tu vois, quand tu commences à monter la voie, tu as des gens qui crient « Ouais, donc, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois une chose sur le terrain et les sondages m'en disent une autre. Et puis, petit à petit, les échos des copains dans les autres circonscriptions ont commencé à se recouper. Et donc, on a su qu'on tenait le bon bout. Dimanche 7 juin, jour du vote. C'est à Paris, sur une péniche qui fait face à la grande bibliothèque François Mitterrand, que le Front de gauche a établi son QG de fin de campagne. À l'étage, on suit les débats télévisés.
console, on collecte les résultats et on recolle les voix. C'est pas d'accord. 21h30, alors que le Front de gauche est crédité de 6,5%, les militants attendent toujours Madame Buffet et Monsieur Mélenchon. Jean-Luc arrive, je dis pas loin. Il y a des caméras partout, voilà. Voilà. C'est un début, quelque chose. Un beau début. Voilà, on a rassemblé la chose. D'accord. Bon, allez, on y va. Bravo, Jean-Luc. Moi, il me faut encore quelques éléments pour pouvoir apprécier totalement la situation. Nous avons, nous, le Front de gauche, des raisons d'être heureux ce soir, dans la mesure où le score que pour l'instant on nous attribue nous place en 5e position, et j'estime que symboliquement ça a un sens qui pour nous, en tout cas gens de gauche, a un très grand impact, nous place en tout cas devant le Front National. Et d'une certaine manière, pour nous... J'achève donc sur le note optimiste. Ce que je vois à cette situation, c'est ce que nous avons essayé de faire. Je crois que le Front de gauche, dont je ne surévaluerai pas le résultat, mais dont je n'ai pas non plus l'intention de le minoriser, c'est un point d'appui extraordinaire. Et en tout cas, c'est une méthode politique. Et nous attendons qu'on nous démontre qu'il en existe une autre. Cette méthode, ça consiste à rassembler, à marier identité et unité, et en même temps à tenir fièrement, clairement, la position de rupture avec le capitalisme et avec les formations du libéralisme. Je suis certain que quelque chose commence dans notre pays. En tout cas, nous nous sentons capables de cette opiniâtreté, de cette inépuisable patience qui permet, comme vous le savez tous, au bout du compte, fût-ce à la cuillère, de vider les montagnes. 22h15. Les estimations se précisent, mais rien n'est joué. Pour M. Mélenchon, qui ne sait toujours pas s'il est élu député européen, commence alors une longue attente. Ben moi je sais pas du tout, alors je vais te dire, je sais pas où on en est. Ouais, c'est ce qu'il raconte, mais ça personne n'est sûr. Hein. Tu sais, la... Ouais, merci, toi de même. Tu crois toi? Mais là on me dit qu'on est à 8 déjà, c'est quand même bien, non, comme score, non? C'est compliqué, hein, d'abord de connaître le résultat, moi je découvre ça. Bon, peut-être que pour un parti qui est à 20 ou à 25, c'est facile, mais quand nous, notre existence politique se joue, on voit bien, c'est pas pareil d'être à 4 ou être à 7. 7, bon, ça y est, on a gagné notre ticket d'entrée pour la haute mer. On aurait été 4, c'était pas pareil, hein. Voilà. Félicitations, on n'en sait rien, ma grande, si je suis élu ou pas. Qu'est-ce que je me dis? C'est pas fait. C'est pas fait. Minuit 20. On y voit plus clair sur les résultats. Toi, t'es sûr? Oui, c'est sûr, on était le 8e siège, avec 8,2. Et voilà. Monsieur Mélenchon est élu député européen du Front de gauche. Le pari qu'il avait pris en novembre dernier en quittant le Parti socialiste pour construire autre chose a finalement payé. Et à l'en croire, tout ceci n'est qu'un point de départ.
M. Mélenchon et lui demander s'il accepte que nous le suivions pendant toute la période du congrès du Parti socialiste. Oui, ça je veux bien le faire, mais je tiens à prévenir, moi je suis pas... je suis un guide engagé, hein, donc moi je regarde le congrès avec mon propre regard, je ne suis pas un commentateur extérieur à tout ça, quoi. Hein. Donc il y a les gens que j'aime pas, les idées que j'aime pas, les gens que j'aime, les idées que j'aime, et il n'y a pas de... Je ne suis pas impartial, comme on dit, à supposer que quelqu'un arrive à y être, mais enfin, c'est assez à la mode de se donner comme impartial, au-dessus de la mêlée. Moi je ne suis pas au-dessus de la mêlée, je suis dedans. Bon, ça y est, M. Mélenchon a accepté de nous servir de guide pour le congrès du Parti socialiste. Alors commençons à planter le décor. Jean-Luc Mélenchon naît en 51 à Tanger au Maroc. À 11 ans, la famille arrive en France et très vite s'installe dans le Jura. Puis c'est mai 68 et les premiers pas du jeune Mélenchon en politique au sein des comités d'action lycéens. 2 ans plus tard, il part à Besançon faire des études de lettres et de philosophie, rentre à l'UNEF et rejoint les trotskistes de l'ECI. Bon, j'ai été militant étudiant, et puis en 74, je suis encore leader étudiant. Mais 74, c'est une élection présidentielle, celle de Mitterrand. Et donc moi, j'ai fait la campagne de 74 avec essentiellement les communistes de Besançon. Et bon, assez rapidement, bon, la divergence s'est creusée avec le mouvement trotskiste. Et puis déjà, bon, moi, mon ancrage, c'est la République, quoi. Alors donc, c'est pas tout à fait compatible avec les soviets. C'est pas la même chose. 1977, retour dans le Jura. Mélenchon rejoint le Parti socialiste de François Mitterrand. C'est les années du programme commun et de l'union de la gauche, celle précisément dont le Parti communiste ne veut plus. Quand il y a eu la rupture de l'union de la gauche, moi, avec mes amis localement, on dit bon, allez, on va faire un meeting. Donc on va à la plus grande salle de la ville. Alors bon, les anciens ils disaient bon, on pourrait peut-être prendre une salle plus petite, faut pas exagérer. Bon, ah non, on va s'expliquer devant les masses. Bon, et nous la partie à nous expliquer devant les masses. Et les gens sont venus par centaines. Non, moi j'ai vu à 2 ou 3 reprises dans ma vie le peuple français investir la politique en masse, dans les détails. En 68, pendant toute cette période du programme commun et de 1981, pendant le traité constitutionnel. Voilà, donc c'est possible. Puis arrive le 10 mai 81, la victoire de François Mitterrand. 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. Peu après, Jean-Luc Mélenchon, qui continue sa carrière au sein du parti, devient premier secrétaire de la Fédération de l'Essonne. En 88, il crée avec Julien Drey la Nouvelle École socialiste, le courant de la gauche du parti. 2 ans plus tard, avec l'arrivée de Marie-Noëlle Lienemann, il décide d'un nouveau nom pour leur courant, la gauche socialiste. En réalité, on a décidé ça dans une salle de cinéma, parce qu'il n'y a plus d'autre endroit où se réunir. Et on était les 7 dirigeants sur la scène. Parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit où mettre une table. Et le gars qui avait les clés, on avait par-dessus la tête. Ça durait depuis je ne sais pas combien de temps, il était très tard, et on n'arrivait pas à décider de Drey. Moi je m'en fichais du nom qu'on choisirait, bon, ça dépendait de lui, il était bougon comme souvent, il ronchonnait. Et alors on disait des noms, la nouvelle gauche, non, pas la nouvelle gauche, c'est con, la gauche, c'est pas, non, ça lui plaisait pas non plus. Alors. Et puis, je ne sais pas quoi, à un moment donné, quelqu'un dit la gauche socialiste. Et à ce moment-là, le gars qui est dans la salle dit « Ah oui, ça c'est très bien, il devait en avoir marre. » Parce qu'il devait être au moins 1h du matin. Alors Drey dit « Bon, si ça lui plaît, alors on va faire comme ça. » Avec la gauche socialiste, Mélenchon et ses camarades cherchent à recréer le lien entre les partis politiques et le mouvement social. Ils sondent toutes les manifestations. Mardi 21 octobre, à la rédaction de Télétoc, on se demande comment traiter le congrès du Parti socialiste. Il est finalement décidé de suivre un dirigeant du PS pour découvrir à travers ses yeux la préparation et le déroulement du congrès. Il nous faut un homme ou une femme suffisamment haut placé dans la hiérarchie du parti et en même temps suffisamment libre pour nous laisser le suivre pendant toute cette période. Notre choix se porte sur Jean-Luc Mélenchon, sénateur de l'Essonne, membre de la direction du PS et signataire de la motion C. Je m'appelle Mélenchon, mon nom ne sert pas à faire des plaisanteries. Lundi 27 octobre, nous avons rendez-vous au Sénat pour rencontrer